Alors maintenant, nous accueillons Monsieur Gabriel Redon, qui est en place. Oui, pardon. Nous accueillons Monsieur Gabriel Redon, donc, qui est un enseignant-chercheur à l'Université de Nancy. Il est docteur en histoire, bien sûr, médiéviste de formation, avec des recherches qui ont porté principalement sur l'engagement politique des écrivains italiens du XIVe siècle, sur la symbolique et plus généralement sur l'idée impériale au Moyen-Âge. Donc, pas beaucoup de rapport avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous, il est le petit-fils du colonel Paul Redon, artilleur, chef de section du premier groupe d'artillerie anti-aérienne coloniale d'Extrême-Orient, à Dien Bien Phu entre mars et mai 1954 et prisonnier du Viet Minh de mai à septembre 1954. Ses liens familiaux l'ont poussé à créer à l'automne 2023 le site Dien Bien Phu 70 1954-2024. C'est un carnet de recherche en ligne consacré aux souvenirs de la guerre d'Indochine dans la société contemporaine. Monsieur Redon, vous avez la parole. Merci beaucoup. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Alors, est-ce que ma présentation va apparaître à l'écran? Je ne sais pas. Oui, alors je remercie du coup les organisateurs. J'espère que vous m'entendez parfaitement. Oui. Bon. Je remercie les organisateurs du colloque de m'avoir sollicité pour évoquer donc la place de l'artillerie à Dien Bien Phu. Alors, je vais aller assez vite, hein, puisque je sais qu'on est pressé par le temps. Bon, je vais faire de mon mieux. Donc cette présentation sera très synthétique et en fait, elle s'attachera surtout à présenter voilà, quelques données essentielles très générales sur le sujet de l'artillerie et aussi et surtout, et en fait vous l'avez rappelé, c'est la raison première de ma motivation à travailler sur ce sujet alors que je ne suis pas historien spécialiste de la période. Voilà, quelques perspectives personnelles, quelques choses sur lesquelles je suis en train de travailler, hein, donc c'est un travail en cours. Voilà, donc je suis plutôt spécialiste moi du XIVe siècle italien, donc j'espère que vous me pardonnerez parfois certains raccourcis, certaines petites approximations que je pourrais éventuellement faire. Je suis évidemment ouvert à la critique, donc n'hésitez pas ensuite, après que j'ai fini de vous présenter cela. Alors, donc, en 1992, hein, à l'occasion d'un article paru dans le numéro 189 de la Revue historique des armées, le général Henri de Brancion dressait dans son introduction le constat que la bataille de Dien Bien Phu fut, et cela des deux côtés, un Viet Minh comme français, non seulement une bataille totale, où les fantassins jouèrent le premier rôle, mais qu'elle fut surtout une confrontation entre deux artilleries. Cet article était une première pierre vers la publication en 1993 d'un ouvrage plus large consacré à la place incontournable des artilleurs à Dien Bien Phu, ouvrage que le général de Brancion annonce d'ailleurs dans son article de 92, un ouvrage intitulé Dien Bien Phu, artilleurs dans la fournaise, paru aux presses de la Cité, qui fut d'ailleurs préfacé par le général Bijard. C'est grâce à ce livre que j'ai pu, lorsque j'ai commencé à travailler sur le parcours de mon grand-père, le colonel Paul Redon, comprendre avec précision quelle fut sa place durant cet événement, notamment quelle fut celle de la batterie de mitrailleuses quadruples de 12,7 mm dont il avait le commandement. Si sa place est mal connue dans la mémoire collective, l'artillerie a pourtant été déterminante, hein, on a déjà commencé à le rappeler, dans le drame qui s'est déroulé dans la vallée de la Namyun durant les premiers mois de l'année 54. Elle l'est d'autant plus que l'une des causes premières de l'échec de la stratégie du général Navarre a été de gravement sous-estimer la capacité du général Giap à pouvoir déployer efficacement ses canons dans les montagnes environnantes. On vient de l'évoquer, à l'insu de la reconnaissance aérienne française. Le 13 mars 1954, c'est ainsi bel et bien l'usage brutal de l'artillerie par Giap qui fait basculer l'affrontement entre la France et le Viet Minh dans une nouvelle dimension. Lorsqu'on regarde un tableau des effectifs largués sur Dien Bien Phu le 20 novembre 1953, soit un total de 2650 hommes, selon les sources que j'ai consultées, notamment l'ouvrage du colonel Yvan Cadeau, hein, de Dien Bien Phu, 13 mars, 7 mai 1954, on constate que l'artillerie est en effet présente à Dien Bien Phu depuis les premières heures de l'opération Castor, notamment par l'intermédiaire de 2 batteries de canons de 75 mm, du groupe de marche du 35e régiment d'artillerie aéroportée, de la Légion étrangère, parachutée aux côtés du premier BPC avec la deuxième vague de l'après-midi, à partir de 15h. Ces pièces de 75 mm sont remplacées à partir du mois de décembre par des mortiers de 120 mm.
Ce qui suscite d'ailleurs des désaccords au sein du groupe opérationnel du Nord-Ouest, puisque les mortiers de 75 étaient jugés plus efficaces pour éliminer les canons ennemis. Il faut ensuite évoquer les arrivées échelonnées à partir du mois de décembre 1953 d'éléments du 10e régiment d'artillerie coloniale, puis du 4e régiment d'artillerie coloniale, ce dernier déployant d'ailleurs à Dien Bien Phu une imposante batterie de 4 pièces de 155 mm, soit le plus gros calibre de l'artillerie française en Extrême-Orient, capable de tirer en contre-batterie jusqu'à 15 km. Et on ne peut pas non plus passer sous silence la présence, aux premières heures de l'opération, de la première compagnie étrangère parachutiste de mortiers lourds, parachutée les 20 et 21 novembre 1953, ainsi que la deuxième compagnie mixte de mortiers lourds de la Légion étrangère, aérotransportée à Dien Bien Phu à la fin du mois de décembre 1953. Les moyens mis en œuvre par le commandement français sont considérables et représentent, et là je cite le colonel Cadeau, une importante puissance de feu. Ces moyens impressionnants sont cependant à nuancer, eu égard de la situation compliquée dans laquelle se trouvent les hommes du colonel de Castres dès le mois de décembre 1953. Dans la vallée de la Namioun, les reconnaissances offensives, plus ou moins lointaines, continuent en effet jusqu'à la mi-mars 1954 et se soldent invariablement par des pertes malheureuses. Les signes ne sont donc pas bons. Et pourtant, on continue d'y croire. Ce qui explique, selon les spécialistes, ce maintien d'un certain moral, relatif mais réel, c'est notamment la confiance des fantassins dans leur artillerie. Cet élément est notable et on va y revenir juste après. En ces premiers mois de l'année 54, donc, le général Giap n'attaque toujours pas. Le chef militaire communiste, il hésite en effet beaucoup quant à la suite de sa stratégie. Ses conseillers chinois insistent pour que son attaque du camp retranché ait lieu avant la fin du mois de janvier et qu'elle soit écrasante. Le terme, c'est « attaque éclair, victoire rapide ». Tel est le mot d'ordre diffusé auprès des unités Viet Minh. Et une date est finalement arrêtée pour le 25 janvier 1954. Cette offensive, on le sait, n'a jamais eu lieu. Les raisons, elles sont tout d'abord matérielles, et on vient déjà de les évoquer. C'est que l'artillerie Viet Minh, elle a été hissée à flanc de montagne, notamment les canons 205 qui ont été fournis par les Chinois. Elle a été hissée à flanc de montagne par les soldats de Giap, mais elle n'est pas encore parfaitement en place. Et alors, l'ironie de l'histoire, c'est que le général Navarre est au courant de la présence de canons Viet Minh dans les environs de la vallée. Mais le lieutenant-colonel Pirotte, sur lequel je vais revenir juste après, lui assure cependant, avec une confiance un peu suspecte, que ces canons en viendront facilement à bout. Donc, voilà, il y a cette hésitation qui se fait jour dans un premier temps. Et alors, malgré l'absence d'offensive Viet Minh avant la mi-mars, il ne faut pas croire, pour autant, que l'artillerie française reste muette durant la période qui précède cette attaque. La nuit, ainsi, au début de l'année 54, on pratique occasionnellement le tir indirect sur les positions de l'ennemi. On tente également de repérer la présence de l'ennemi à la seule force de l'œil. Ainsi que le raconte le général de Brancion dans son ouvrage, que j'ai précité, le lieutenant Claude Verza scrute ainsi, sans relâche, l'horizon des hauteurs depuis la mi-janvier, en espérant y dénicher des traces de travaux entrepris par les hommes de Giap pour y dissimuler ses canons. Soudain, le 5 février 1954, une pièce Viet Minh cachée dans la montagne, un canon de 75 mm, tire une quinzaine de coups en direction du camp retranché. Les Français attendent quelques heures avant de répliquer et finissent par entreapercevoir des soldats ennemis sur le flanc de la montagne. On répond alors en leur tirant au char. Cet échange d'artillerie est isolé durant cette période. Ce n'est pas encore le début de l'offensive. Il laisse quand même un peu perplexe, puisqu'un certain nombre d'obus tirés par les Viet Minh n'explosent pas. Les deux parties en restent finalement là. Sur les restes d'obus récupérés le 5 février, on peut cependant lire des idéogrammes chinois. Les observations aériennes, Madame Villatou vient de le rappeler, permettent aux officiers artilleurs de recueillir un nombre d'informations relativement élevé, toutes consignées sur les cartes du PC. Malgré la grande précision de certaines d'entre elles, l'emplacement des batteries d'artillerie ennemies demeure toujours, on l'a évoqué également, quelques jours avant l'offensive, de l'ordre de l'hypothèse pour les artilleurs français. On sait, parmi les hommes du colonel de Castres, que ceux d'en face ont des canons. Mais où ? Combien ? Comment ? Et cette inconnue, en fait, elle permet à l'armée populaire vietnamienne de continuer à entretenir la pression sur le camp retranché. Et donc, cette dimension, si vous voulez, d'incertitude, d'angoisse, on veut dire, d'interrogation permanente, en fait, elle explique le parachutage d'éléments de dernière minute. En l'occurrence,
et je vais m'attarder un petit peu dessus, la section de mitrailleuse quadruple de 12,7 mm, donc du premier GAACO, le groupe d'artillerie antiaérienne coloniale d'Extrême-Orient, venu directement de la base aérienne de Cát Bi, donc non loin entre Hanoï et Haiphong, parachuté le 2 mars, puis la première compagnie mixte de mortiers lourds de la Légion étrangère, aérotransportée à Dien Bien Phu le 9 mars 1954, soit moins d'une semaine avant le déclenchement des hostilités. Je vais essayer d'aller vite. Donc mon grand-père, le lieutenant Paul Redon, est parachuté sur le camp retranché le 2 mars 1954 avec sa section du premier groupe, du premier GACO, qui comprend donc 4 affûts de mitrailleuses quadritubes de 12,7 mm. Cette unité est qualifiée d'expérimentale par le général de Brancion. Ces pièces d'artillerie, dont l'utilisation s'est répandue dans les armées occidentales depuis la récente guerre de Corée, ont en effet été envoyées à Dien Bien Phu sur suggestion d'un officier américain. Leurs usages face aux forces Viet Minh peut sembler incongru dans la mesure où l'armée de Giap ne possède pas d'aviation. En réalité, leur rôle sur place sera détourné de sa fonction première pour faire du tir indirect à terre afin d'empêcher les troupes ennemies d'avancer trop près des positions françaises. Ce qui a valu donc à ces pièces le nom sinistre de hachoir à viande. Dans les sources consultables au sujet des mitrailleuses quadruples à Dien Bien Phu, une certaine débrouillardise semble avoir été de mise pour permettre le bon déploiement de ces matériels sur place, à des fins bien différentes de celles pour lesquelles elles avaient été conçues. Dans un premier temps, on ne semble d'ailleurs pas trop savoir où placer ces mitrailleuses. Il faut attendre le 7 mars pour qu'un point d'appui entre Dominique 1 et 2 leur soit finalement attribué. Expérimentale, la section du premier GACO, qui a été parachutée sur place, est aussi considérée comme étant en sous-effectif. Outre le lieutenant Redon, qui commande la batterie, on trouve ainsi seulement 2 sous-officiers, l'adjudant-chef Lemeur, le maréchal des logis Mariage, les canonniers Levert et Saint-Raymond, le secrétaire Jean-Jacques Sinaya, ainsi que des personnels vietnamiens pour le service des pièces dont les noms ne nous sont hélas pas parvenus. Cette faiblesse des effectifs de la section du premier GACO pousse le colonel de Castres à lui accorder l'aide des hommes du génie pour déployer correctement les mitrailleuses, afin de réaliser des terre-pleins assez hauts pour ne pas gêner les abris des parachutistes. Dans ce premier temps, du mois de mars 1954, les 4 mitrailleuses quadruples, que l'on surnomme les quads dans le jargon des artilleurs, doivent interdire tout déploiement de troupes ennemies sur la piste d'aviation, située en contrebas, protéger divers points d'appui de Gabriel, Anne-Marie et Huguette. Le lieutenant Redon ne possède cependant à ce moment pas d'équipement radio pour recevoir ses ordres du PC-feu et doit donc communiquer avec sa hiérarchie par téléphone, à savoir le capitaine Lostis. Les quadritubes de Paul Redon sont entrés en action dès le début de la bataille. Les témoignages parlent, entre les bruits des canons français comme ennemis, d'un fracas, d'un bruit indescriptible causé par le tir incessant des mitrailleuses durant les 2 premiers jours de l'assaut Viet Minh. Et leur action se poursuit jusqu'au dernier temps de la bataille. Ils contribuent, aux côtés de celle de l'ensemble des artilleurs de Dien Bien Phu, sur lequel je n'ai hélas pas le temps de revenir, à l'exceptionnelle durée de la résistance des hommes et des matériels présents sur place. Et ce rôle est méconnu du grand public, il méritait qu'on le souligne. Car, en fait, le déroulé tragique des événements ne jouait pourtant, dès le départ, pas vraiment en sa faveur. Alors, je pourrais revenir un peu plus en détail ensuite sur le rôle tragique du lieutenant-colonel Charles Pirotte. Car en fait, la place de l'artillerie dans la mémoire collective, elle est surtout liée à cette figure. Voilà. Le lieutenant-colonel Pirotte se considère en partie responsable, à partir du 13 mars, de l'échec de l'artillerie, dans un premier temps. Et il passe la journée suivante, du 14 mars, à répéter à tous ceux qu'il croise que c'est foutu, que les Français ne vont pas tenir. Il avoue à certains de ses camarades avoir fait preuve d'excès de confiance dans son matériel, refusé des moyens d'artillerie supplémentaires, et à quelques jours du déclenchement de l'assaut. Et son pessimisme est tel que la hiérarchie doit intervenir pour l'empêcher de plomber davantage le moral des hommes. Le capitaine Lostis surprend une dernière conversation avec l'anglais, dans laquelle Pirotte tente une dernière fois de sauver la face. Mais il est peut-être trop tard, le 14 mars 1954, pour empêcher Pirotte de commettre l'irréparable. Je vous mets une photo. S'estimant déshonoré par la tournure fatidique des événements des premiers jours, il se suicide quelques heures plus tard dans son abri en se couchant sur une grenade dégoupillée. Sa fin tragique laisse un goût amer à beaucoup d'hommes, dont de Castres, qui traite volontiers Pirotte, d'ailleurs de Locke. Cet abattement, à la lecture des témoignages, touche en réalité davantage de monde. De Castres tente dans un premier temps de cacher l'annonce de son suicide. Mais c'est peine perdue, car la nouvelle se répand très rapidement dans tout le camp. Au cours des jours puis des semaines qui suivent le cataclysme des 2 premières nuits de la mi-mars, le dispositif de Dien Bien Phu est cependant progressivement réorganisé. L'artillerie ne fait pas exception.
La section de mitrailleuse quadruple, par exemple, est ainsi, à partir du 19 mars 1954, séparée en deux sur ordre du lieutenant-colonel Langlais. La deuxième demi-section est confiée à l'adjudant-chef Lemeur. Donc l'adjudant-chef Lemeur qui est ici à droite sur la photo. Ça, c'est une photo. Donc il y a Lemeur qui est en bas et au-dessus, c'est mon grand-père, Paul Redon. Cette photo, nous avons mis des années à la retrouver. Je l'ai retrouvée seulement il y a l'année dernière. Donc voilà. Le lieutenant Redon, qui doit donc déjà composer avec son sous-effectif, se plaint que cette réorganisation rende l'emploi des mitrailleuses plus difficile. Une solution est trouvée alors en prêtant 6 légionnaires du 1er bataillon étranger parachutiste qui sont formés par Paul Redon à l'emploi des pièces. Et alors là, c'est là où je vais rebondir sur l'actualité de l'année 2024. En avril 2024 dernier, un témoignage de l'un d'entre eux, William Chilardi, a été publié dans un numéro du Monde consacré au souvenir de la bataille de Dien Bien Phu. Au début, je n'ai pas vraiment compris pourquoi William Chilardi parlait du fait qu'il avait utilisé des mitrailleuses quadruples alors qu'il n'était pas sur la liste des personnes ayant servi avec mon grand-père. Et en fait, j'ai fini par trouver l'explication quand j'ai découvert dans le livre du général de Brancion que des légionnaires avaient été affectés à la section du 1er GACO. Donc, en fait, les commémorations de cette année m'ont permis de mettre des noms sur des personnes qui, jusqu'à présent, étaient des lignes abstraites dans les sources que j'ai réunies. Et j'ai lu aussi, d'ailleurs, que William Chilardi avait écrit ses mémoires et que donc je souhaiterais ardemment désormais lire. Alors, la débrouillardise des premiers jours a fort heureusement laissé la place au cours du mois d'avril à de meilleurs moyens. Les quads sont désormais ravitaillés à l'aide d'une Jeep et Paul Redon dispose désormais d'une radio. Durant la bataille des 5 collines, entre la fin mars et la mi-avril 1954, les quads tirent sans interruption pour protéger Éliane depuis leur position de Junon et d'Épervier. Les canons tirent des balles traçantes qui permettent de mieux diriger les tirs dans l'obscurité, d'ajuster la position des canons. La cadence de tir infernale des mitrailleuses quadruples est parfois interrompue. Sous l'effet de cette même cadence, le matériel est mis à rude épreuve et le métal de la pièce est porté au rouge. Il en va de même pour toutes les pièces d'artillerie présentes à Dien Bien Phu. Dès que les hommes arrêtent momentanément les tirs pour ne pas endommager les mitrailleuses, le lieutenant Redon reçoit dans la minute un rappel à l'ordre direct de sa hiérarchie qui lui intime de reprendre immédiatement le tir. Le sol des points d'appui est bien vite jonché de douilles. Ce sont les PIM, les prisonniers internés militaires, qui sont chargés d'assurer le ravitaillement en munitions durant la bataille. Dans son ouvrage, le colonel Cadeau indique d'ailleurs le chiffre de 68 000 cartouches tirées du 30 mars au 1er avril 1954 par les seules mitrailleuses de 12,7 mm. Cette présence constante des mitrailleuses quadruples, dans les témoignages récoltés, est vécue par les hommes comme un soulagement, car un tir de cette dernière signifie invariablement des pertes conséquentes pour l'ennemi et un certain répit pour les troupes amies. Elle est cependant contrebalancée par la détermination en face des Baudeuils, dont les vagues d'assaut incessantes somment comme indifférentes à la mort que leur déversent les fameux hachoirs à viande. Et donc, voilà, donc pressé par le temps, je ne pourrais pas aborder davantage d'éléments relatifs à l'artillerie, mais je tenais à évoquer, très, très rapidement, le rôle capital de l'artillerie à Dien Bien Phu. Capital car, comme le dit le général de Brancion dans son article de 92, cette bataille fut, avant d'être un affrontement de fantassins, un duel entre deux artilleries. Si l'une d'entre elles a sans contestation possible pris le dessus sur l'autre aux premières heures de l'affrontement, la résistance des artilleurs français a sinon empêché, au moins contribué activement à retarder l'inévitable. Ce faisant, la confiance de leurs camarades n'a pas été trahie et son honneur demeurait aux yeux de ces derniers intact. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Redon.